Voilà, donc maintenant la question qu'on va se poser, c'est mon état structural, je reviens à mon schéma, c'est maintenant que je vais commencer à le compléter. Mais quels sont les facteurs qui conditionnent l'état structural? J'en ai déjà évoqué pas mal. Il y a bien sûr le type de sol, la texture. Hein, donc, bon, ça j'ai déjà dit, mais bon, on revient très vite sur les caractéristiques. Donc les sols argileux sont bien sûr des sols plus difficiles à travailler parce qu'en fait ils ont une forte cohésion, il y a plus de colloïdes, donc ils sont plus difficiles à travailler, mais ils possèdent une véritable structure. Parce que là, effectivement, il y a moyen de faire des assemblages qui tiennent, donc il y a une structure dans les sols argileux. Mais ils ont aussi, ça c'est intéressant, la faculté de se régénérer naturellement par les phénomènes humectation, dessiccation. Donc un été comme cette année-ci, sur l'argileux, ce sera favorable. Même chez nous, hein, où on a assez peu d'argile, une forte sécheresse, c'est un phénomène intéressant pour régénérer de la porosité et régénérer de la structure. Mais c'est des sols qui demandent donc à être travaillés plusieurs mois avant l'implantation, parce qu'au moment avant l'implantation et au semis, il faut faire un travail assez simplifié, parce qu'il y a des sols qui doivent un peu mûrir, si vous voulez. Alors qu'à l'opposé, les sols sablonneux, ils sont faciles à travailler, ils ont une faible cohésion, donc on peut les travailler, mais le problème c'est que quand on les a travaillés, il vient de la pluie, il vient de tout ça, et donc la structure s'effondre un peu, donc il n'y a pas vraiment d'architecture, donc ils se tassent naturellement eux-mêmes. Donc c'est des sols en fait qui demandent à être travaillés peu de temps avant l'implantation, parce qu'un sol en betterave sucrière, par exemple, vous connaissez la technique du semis sous couvert, donc où la préparation de sol profonde est faite profonde par décompaction, ou par TCS ou par labour. On peut le faire en fin août, début septembre, avant l'implantation d'une cipan ou d'une culture intercalaire, puis au printemps faire un travail superficiel. C'est une technique qui marche très très bien dans les sols argileux et les sols limoneux, mais qui marche beaucoup moins bien dans les sols sablonneux, parce que pendant l'interculture, le sol sablonneux se sera refermé. Et donc au printemps, quand on plante les betteraves, on ne retrouve plus l'effet du travail du sol, donc on a gaspillé de l'énergie. Donc les sols sablonneux, il faut les travailler plutôt avant la plantation, les sols argileux. Plus le sol est lourd, je veux dire, plus on a intérêt à le travailler longtemps à l'avance, avant la plantation, pour qu'il ait le temps d'évoluer, de mûrir. Alors les sols limoneux, j'ai parlé, leur grosse caractéristique, c'est qu'en fait ils mêlent un peu des deux, c'est des sols pas trop difficiles à travailler, le gros problème c'est des sols à mémoire, et donc vous avez compris tout de suite qu'il faut essayer de ne pas charger négativement la mémoire du sol, donc par détassement, par délissage, etc. D'autant plus, surtout quand on est en non-labour, parce qu'en labour, on peut encore effacer la mémoire de la couche labourée, mais en non-labour, on l'a vu dans mes profils, si je travaille à 10 cm, tout ce qui est la mémoire qui se situe en dessous des 10 cm, elle n'est pas modifiée, donc je vais vivre avec cette mémoire. Voilà, alors autre phénomène qui joue, c'est le climat, on le sait, hein, mais ici j'aime bien insister un petit peu sur le gel, parce qu'on parle parfois d'un bon gel, ça restructure le sol. Alors c'est vrai que le gel, il a pour effet d'éclater les modes de sol, mais on a constaté dans des observations qu'on a faites dans les champs, les années où on avait encore du gel, parce que fait maintenant 3-4 ans, on n'a quand même plus vraiment de gros hivers, mais c'est que l'effet du gel, il est vraiment intéressant dans les premiers centimètres, mais beaucoup moins en profondeur. Et il est plus intéressant dans un sol qui est bien drainé que dans un sol qui est engorgé d'eau. Donc si le sol est engorgé d'eau, l'effet du gel, il va faire geler l'eau, mais quand l'eau dégèle, tout s'effondre parce que la stabilité du sol, c'est comme quand vous prenez une motte de terre, vous la mettez dans un verre d'eau, si le sol n'est pas stable, elle se délite et elle se dépose. On a souvent cet effet-là au moment du dégel du sol. Donc si les couches superficielles sont un peu plus sèches, c'est celles-là qui vont... La motte va éclater, puis elle va rester éclatée. Mais, donc, voilà. Mais c'est uniquement sur les premiers centimètres, donc même si un sol gèle à 50-60 cm de profondeur, quand on observe le profil par après, on ne voit pas d'effet d'amélioration par le gel à cette profondeur-là. Donc c'est pas un phénomène, bon maintenant on ne le commande pas, mais je sais que parfois on dit on a eu un bon hiver, nos sols sont restructurés. C'est pas nécessairement vrai. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans le temps, quand on labourait, on faisait des labours très dressés. Donc, on avait un sol qui était très vallonné, en tôle ondulée, pour que le gel puisse agir avec une surface de contact beaucoup plus grande que si le sol était plat. Donc, voilà. C'est vrai qu'on n'est plus vraiment dans ce cadre-là. J'ai parlé des alternances humectation-dessiccation, c'est sûr, et une sécheresse prolongée, j'en ai parlé. Donc, voilà. Mais le climat, le type de sol, on n'intervient pas. Par contre, le climat, ceux qui irriguent, là, il faut faire attention. L'irrigation est un phénomène, un paramètre qui peut déstructurer le sol assez bien, parce qu'en fait, on a un effet de pluie, et puis on maintient constamment le sol sous un taux d'humidité important, et donc il peut se dégrader à la fin. Et puis l'effet de l'irrigation peut faire éclater les agrégats et faire migrer les particules plus fines dans le profil, et où elles vont se colmater à un moment donné, par exemple au sommet d'une semelle de la poupe, s'il y a moins d'infiltration, elles vont se déposer là. Ou colmater. Une fois que la porosité n'est plus suffisante, les particules vont s'arrêter et donc on va colmater à l'horizon
et on peut avoir beaucoup plus de problèmes de glaçage, de battance et d'érosion. Bon, je ne sais pas si vous irriguez, mais dans la région où on fait des légumes, la DSB, Frost, etc., quand on voit les structures du sol, elles sont assez déplorables à cause de l'irrigation. Alors ce qui se passe évidemment dans ces cultures, c'est pour des cultures de légumes essentiellement, c'est que l'agriculteur, pour pouvoir implanter il remet beaucoup d'énergie mécanique pour le sol étant recompacté. Je reprends ma brique de sucre là de tout à l'heure. Si je veux pouvoir ressemer, il faut que je mette beaucoup d'énergie pour refaire du sucre fin. Ouais, c'est ce qu'ils font en fait, et donc finalement il y a un système où le sol, sur le plan agronomique, c'est un peu une aberration. Sur le plan économique, c'est peut-être la seule solution qu'ils ont, mais ils rentrent dans un cercle vicieux où chaque année ils redéstructurent, ça se recolmate par l'irrigation, et puis on recommence. Donc ça demande un investissement mécanique, c'est important. Alors l'état structural, il est aussi conditionné par l'activité biologique. Alors je monte les vers de terre, parce que c'est la macrofaune, on le voit, mais à côté des vers de terre, il y a aussi tous les micro-organismes, les larves des nématodes qui sont très petits aussi, pas nécessairement les nématodes pathogènes, hein. Il y a beaucoup d'autres nématodes qui vivent dans le sol, qui sont aussi des indicateurs d'activité biologique importants. Donc on a intérêt évidemment à susciter l'activité biologique, puisque les lombrics, on l'a vu, hein, il y a tout un effet de brassage du sol, notamment ceux qui vivent en surface, les épigées, hein, qui jouent sur l'aération superficielle, qui empêchent la formation de croûtes de battance, par exemple. Les plus grosses qu'on appelle les anéciques, c'est ceux qui montent et qui descendent dans le profil. Ceux-là, ils vont plutôt faire des galeries verticales, donc ils vont participer au drainage et à l'aération des couches profondes. Donc ils sont très intéressants, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes. Et les techniques de travail du sol n'influencent pas nécessairement les vers de terre, tous les vers de terre de la même manière. Donc les anéciques seront par exemple plus défavorisés par l'effet du labour, parce qu'on va abîmer leurs galeries, abîmer leurs habitats, etc. Les épigées vont être beaucoup plus influencés par l'effet restitution de matière organique en surface, par exemple. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi tous les organismes, comme les champignons, j'ai déjà parlé de leur mycélium, et les micro-organismes avec leurs polysaccharides, etc. Et donc, on va jouer sur l'activité biologique essentiellement par les amendements, et ici je mets un épandeur de fumier. Les amendements organiques qui vont jouer, stimuler l'activité biologique. Donc c'est la nourriture, c'est le composé, c'est l'énergie qu'on donne aux organismes pour se développer. Donc ça c'est important, c'est de bien gérer la matière organique. Et puis j'ai parlé de complexe argilo-humique, je n'y reviens pas. Alors ce qui va jouer sur l'état structural aussi, c'est le trafic agricole, notamment les machines qui sont d'actualité maintenant, machines d'arrachage betterave, c'est la compaction qui est une diminution de porosité. Il y a aussi le travail du sol, et donc ça c'est important parce que si on ne tassait pas, on n'aurait peut-être pas besoin de travailler autant le sol. Le travail du sol est souvent une opération, finalement, indépendamment de l'effet des herbants, c'est un effet de restructuration du sol également, mais ça ne doit pas être fait n'importe comment. Et on pourra voir, notamment, on le voit dans les essais, que la qualité de l'état structural au départ conditionne la qualité du travail du sol par les outils. Voilà, donc parler. Et alors, un autre paramètre sur lequel l'agriculteur peut jouer, c'est aussi la succession des cultures, les intercultures. Plus on a un assolement long avec des cultures diversifiées, moins on viendra fréquemment avec ce genre de machine. On pourra changer les périodes de travail du sol parce que toutes les cultures ne se sèment pas en même temps, ne se récoltent pas à la même période. Donc on va jouer, et puis on va avoir des intercultures plus ou moins longues, et donc on va pouvoir favoriser certaines espèces d'intercultures à certains moments, d'autres espèces d'intercultures à d'autres moments, et tout ça va participer à modifier, à améliorer la diversité biologique des sols, et donc à jouer sur l'état structural. Mais c'est un paramètre à ne pas négliger. Il est beaucoup plus difficile de gérer un état structural quand on a des assolements, comme on a maintenant beaucoup, betterave, blé, pomme de terre, blé, et on recommence betterave, blé, pomme de terre, blé. Là, ça devient très difficile de gérer un état structural comme ça. Quand on est dans des allongements de rotation de 5-6 ans, ou une pomme de terre tous les 7 ans, c'est beaucoup plus facile à gérer au niveau structure. Donc je dis l'état structural du sol, c'est quelque chose qui se gère, comme vous gérez un pH, vous devez gérer aussi l'état structural du sol, par les amendements, le pH bien sûr, donc les apports de chaux, par la gestion du trafic agricole, essayer de recourir le moins possible à du matériel lourd, ou en tout cas choisir les conditions d'humidité pendant lesquelles on le fait, et puis par le travail du sol évidemment, qui est une opération importante.